C'est par rapport au pronostic, justement. Vous avez dit que le pronostic a montré l'efficacité d'une deuxième tentative thérapeutique. Je le reçois, je mets les immunoglobulines. Après, comme on a montré l'efficacité d'une deuxième tentative thérapeutique, je le reçois, je mets les immunoglobulines. Après, comme... Bonjour, comme d'habitude, chaque année, le CHU organise les journées médico-chirurgicales qui comportent plusieurs thèmes. Cette année, nous avons choisi des thèmes comme le cancer de la prostate, les urgences néonatales, la responsabilité médicale, la maladie thromboembolique, l'hypertension et beaucoup d'autres thèmes libres, c'est-à-dire des communications libres, ainsi que plusieurs posters qui se rapportent à différentes pathologies. On a montré l'efficacité d'une deuxième atteinte cardiaque, également d'atteinte neurologique. Toujours signologue, quand on fait la spécialité, il ne faut pas oublier les autres spécialités. Il faut toujours voir le corps humain en entier. Donc ma question c'est que j'aurais bien aimé que vous montriez la différence entre vos localisations typiquement médecine interne et les localisations atypiques. Parce que moi j'ai vu en tant qu'ORL, j'ai vu que vous avez des sinusites. Vous avez également des sinusites, des thromboses au niveau du gorge vasculaire. C'est que j'aurais aimé votre message voit la différence en tant qu'ORL, moi. Quelles sont les autres spécialités qui peuvent être concernées? D'accord, j'ai compris. Donc, la de la thrombose de la veine des membres inférieurs, ce sont elles classées thrombose inhabituelle. Ensuite, par rapport à nous, nous avons donc collecté certaines, une petite série, mais bon, c'est quand même des éléments qui apportent des réponses à certaines questions. La principale, c'est qu'il ne faut pas les connaître parce qu'elles sont rares. La deuxième, c'est que les manifestations cliniques, elles sont diverses et que voilà, ça doit attirer notre attention dans notre pratique, dans les différents services, pas uniquement en médecine interne, pour savoir, donc rechercher et afin de porter le diagnostic, d'instaurer la thérapeutique précocement pour éviter bien sûr les complications de la maladie. La clinique et surtout l'interdisciplinarité. Et je pense que tout ce qui est thrombose, vous êtes mieux placés que nous tous par rapport au diagnostic. Moi, je ne voulais pas parler du diagnostic, je voulais parler du traitement. Donc, nous nous occupons un peu aussi de thrombose veineuse cérébrale. Quand c'est concomitant, on les adresse quand il y a une localisation intracrânienne. Mais moi, ce que je voulais savoir, par rapport à l'inhabituel, est-ce que vous êtes toujours sur le même schéma d'utilisation des AVK ou êtes-vous passé aux AOD? Puisque nous, on a quand même une petite expérience depuis à peu près, allez, on va dire 18 mois, prise en charge des TVC, et peut-être qu'on aura l'occasion une autre fois de le présenter. On a plutôt l'impression d'avoir des résultats satisfaisants, même si les recommandations officielles ne le font pas, mais ça faciliterait plus ou moins la prescription de ce cannabis quand on est en ORL ou en gynéco, en réanimation ou en neurologie. Oui, donc pour également donc, les patients que nous avons mis sous AOD. Cependant, quand on a une orientation, notamment vers le syndrome des antiphospholipides, là, ce n'est pas une recommandation. Donc, nous préférons, quand on a des manifestations biologiques notamment, ou un terrain donc, suggérant donc, cette éventualité, le choix de la thérapeutique dépendra donc en finalité de l'orientation étiologique que nous avons déjà. Nous gardons donc toujours les antivitaminiques, mais nous avons également donc, mis les antivitaminiques. Merci beaucoup. Réanimateur. Et pendant votre présentation, vous avez soulevé le diagnostic différentiel entre le mode d'entrée. Voilà, le mode d'entrée. Et nous, comme réanimateurs, on n'a pas assez d'expertise et d'expérience par rapport à cela. Comment pourrions-nous faire le diagnostic différentiel entre les deux pathologies? Alors, c'est très important pour la prise en charge. Actuellement, il n'y a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de critères de différenciation, mais il faut savoir qu'une CIDP, une neuropathie immunitaire chronique qui commence d'une façon aiguë, c'est un Guillain-Barré, parce que nous, on a l'élément, c'est un Guillain-Barré jusqu'à preuve du contraire. Là, l'étude suédoise, donc néerlandaise, qu'est-ce qu'elle a soulevé? Elle a soulevé donc quelques particularités du Guillain-Barré comparativement au CIDP, mais il faut savoir que par exemple, il y a l'atteinte des pertes crâniennes qui est plus fréquente dans les Guillain-Barré. Il y a la dissociation aussi qui est plus fréquente et plus précoce dans le Guillain-Barré. Mais il faut savoir que la dissociation, donc, elle peut aller jusqu'au 15e jour pour apparaître.
Et là, comme vous le savez, donc là, le pronostic vital, généralement dans les Guillain-Barré, il y a un risque de mise en jeu du pronostic vital, donc on ne peut pas patienter jusqu'à possibilité des signes. Il y a aussi sur les critères EMG. Donc généralement, donc, là, quand c'est une CIDP, donc là, à l'EMG, il y a le surel. On s'intéresse au surel. Dans le Guillain-Barré, le surel peut être atteint précocement, alors que les CIDP, non. Donc même dans des formes qui sont assez sévères, donc on trouve toujours ce surel à l'EMG qui est conservé dans les CIDP. Et notamment aussi sur le plan moteur. Sur le plan moteur, il faut savoir que les CIDP qui ont un début assez agressif, il est moins, donc sur le plan moteur, sur le plan fonctionnel, ils sont moins atteints que les Guillain-Barré. Donc ils conservent une certaine autonomie. Mais quoi qu'il en soit, une CIDP, que ce soit CIDP ou Guillain-Barré, quand je les reçois aux urgences, généralement, donc là, c'est clair que c'est un Guillain-Barré jusqu'à preuve du contraire. Il faut savoir que, mais ce qui va marquer un petit peu, c'est l'évolution qui va sur le diagnostic. Parce que là, la CIDP, c'est clair que mon malade va rechuter. Parce que là, ce qu'on fait et ce qui se fait de par le monde, c'est simple, je le reçois, je mets les immunoglobulines. Comme vous le savez, donc, parce que là, si c'est une CIDP, si j'avais la certitude que c'était une CIDP, j'aurais opté pour un autre traitement, j'aurais opté pour les corticoïdes. Mais là, j'ai aucune certitude et on sait que les corticoïdes aggravent les Guillain-Barré. Donc, dans ce cas, je vais opter pour les immunoglobulines et je dois suivre mon malade parce qu'en cas de rechute, il faut toujours se poser la question si mon malade rechute sous immunoglobulines, s'il y a récupération avec rechute. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec nos patients, c'est des patients qu'on a reçus, on les a pris pour des Guillain-Barré. La plupart, tous ont fait des rechutes avant 4 semaines d'évolution. Et c'est là où on s'est posé la question. Et là, le traitement qui les a réellement améliorés, c'était les corticoïdes. Voilà. On a même des enfants de 12-13 ans. Et c'est important de santé publique. Et je vous ai dit, on reçoit pratiquement une fois tous les 10 jours, parfois moins, un patient dans le service. C'est une cause de cécité et parfois ça peut tuer. Donc ça rejoint un peu nos collègues internistes par rapport aux critères thrombotiques ou thromboemboliques. Mais nous, c'est pratiquement la théorie veineuse. Elle est retenue dans l'HIC. J'aime pas le terme bénigne, donc j'ai pas aimé que tu mettes bénigne. Mais même idiopathique, il y a un nouveau critère maintenant qui sont tension intracrânienne chronique d'origine veineuse pour enlever idiopathique et bénin. Parce que c'est une malade, c'est la 3e cause de cécité, tout âge confondu, et pratiquement c'est la première cause de cécité chez le sujet jeune ou l'enfant. Donc vous voyez l'intérêt de parler de ce sujet. Donc est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Sarr.